Il a 35 ans, il est jeune, il est économiste, il travaille au Fonds monétaire international, il est burkinabé, il fait partie certainement de cette génération qu'on appelle la génération gagnante pour le compte de Burkina Faso. Le docteur Sampaowende Jules Tapsoba est avec nous aujourd'hui. Monsieur Tapsoba, bonjour. Bonjour Ismaël. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Vous faites partie donc, comme je le disais tout à l'heure en introduction, de ces jeunes dynamiques qui représentent valablement donc le pays des hommes intègres hors du pays. Racontez-nous un peu votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé au Fonds monétaire international? Merci Ismaël Ouedraogo. Et tout d'abord, je tiens à dire merci à Burkina Info pour l'invitation et l'opportunité qui m'est offerte de partager mon expérience avec mes compatriotes. Alors, comment je suis arrivé au Fonds monétaire international? Peut-être qu'il serait bon de commencer à dire que je suis un pur produit de l'école burkinabé. Donc, j'ai fait mes études ici jusqu'au baccalauréat et j'ai fait 2 ans à l'université de Ouagadougou. De là, j'ai eu un concours pour aller dans une université française pour faire du développement international, chose qui me tenait à cœur. Donc, l'école s'appelle CERDI, Centre d'études et de recherche sur le développement international. À partir de là, j'ai eu à faire une licence, une maîtrise et puis 3 masters. Et donc, j'ai décidé que ma soif de développement n'était pas encore arrivée. Donc, je me suis engagé sur une thèse, un doctorat unique. En 2008, j'ai soutenu ce doctorat-là. On va revenir naturellement sur le thème de cette thèse-là. C'est important pour les téléspectateurs de Burkina Info. Voilà, donc on reviendra bien évidemment là-dessus. Donc, ayant eu la thèse, j'ai enseigné quelque temps dans cette université. Et après, j'ai été recruté par le Trésor français au ministère des Finances pour être chef adjoint du bureau aide au développement et des questions africaines. Donc, de là, naturellement, le FMI m'a repéré et je me suis retrouvé au FMI dans le programme de jeunes professionnels, et ce depuis 6 ans. Et j'en suis heureux de l'expérience que j'ai obtenue jusque-là. Donc voilà un peu brièvement. C'est assez succès en termes de parcours, même si on sait qu'il est bien étoffé en termes de retombées, mais également de péripéties, parce que ce ne fut pas non plus un long fleuve tranquille pour vous. Quitter Ouagadougou avec une bourse pour aller étudier en France, ce n'est pas évident, il n'est pas donné à tout le monde de s'adapter à ce nouvel environnement. Comment vous êtes pris pour que tout se passe très bien à votre niveau? Tout à fait. Il n'a pas du tout été facile de quitter l'environnement burkinabé pour l'Europe. C'est tout un autre environnement, le contexte est différent, la culture est différente. Et il fallait s'adapter, il fallait travailler 2 fois plus, ce qui a été fait. Fort heureusement, remerciant Dieu et toute ma famille, il y a eu un soutien moral et il y a eu aussi l'appui de Dieu qui m'a permis d'y arriver par le travail et surtout l'abnégation. Donc, il y a eu des moments difficiles, comme tout étudiant hors de chez lui. Mais en ayant le travail, j'ai été repéré par certains profs déjà, dès la première année, et cela m'a beaucoup aidé. Donc, ceci pour dire aux jeunes, lorsqu'on travaille 2 fois plus, lorsqu'on montre l'effort, il y aura certainement quelqu'un qui vous ouvrira une porte. Beaucoup le disent, hein, naturellement, quand on travaille plus dans une entreprise privée ou publique, c'est qu'on est en train de cultiver pour l'avenir, certainement. Alors, revenons donc sur la thèse, parce que vous avez eu à soutenir, donc finalement, avant d'être repéré par le Trésor français. On va revenir sur le thème qui a été donc développé, et notamment la plus-value de cette thèse-là, c'était quoi concrètement dans le fond? Concrètement, j'ai eu à travailler sur les problématiques d'intégration monétaire. Donc, en un seul mot, la monnaie unique. C'est une problématique que les Africains, c'est une quête pour les Africains depuis des années. Donc, quand j'ai commencé ma thèse, je me suis dit, quel sujet pourrait apporter un plus? Et il se trouvait qu'il y avait cette quête-là depuis les années 1960. Et donc, j'ai eu à analyser cela. Et l'idée, c'était de regarder à travers le continent, à travers les différentes intégrations régionales, quelles sont les possibilités pour avoir une monnaie unique. Monnaie unique, c'était quelle monnaie? L'euro, ou cette vision était plutôt orientée vers le continent africain? Plus vers le continent africain. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a plusieurs projets de monnaie unique. La CEDEAO qui est plus proche de nous. Tout à fait. On veut étendre l'UEMOA à la CEDEAO, par exemple. Donc, la faisabilité de cela, ce sera un plus. Si le Nigeria coopère avec nous sur une seule monnaie, ce sera un plus. Donc, par exemple, ce sont des questions que j'ai analysées en Afrique de l'Est, en Afrique australe, en Afrique du Nord, donc en Afrique centrale. Donc, il y a eu des questions de quête de monnaie unique, régionale pour commencer. Et à l'horizon de 2063, on voudrait avoir une monnaie unique continentale. 2063, ouais. Il y a encore du chemin sans doute. Il y a encore du chemin, donc il faut de la recherche comme ce que nous avons produit. Et la problématique que j'ai développée, l'angle que j'ai montré, c'est qu'il y a un débat actuellement pour savoir faut-il aller à l'union monétaire ou faut-il construire
les soubassements de l'union monétaire. Et la réponse que j'ai obtenue en faisant cette analyse-là, c'est que la monnaie est bien, elle est importante, mais en tant qu'Africains, nous devrons aussi regarder les fondamentaux des économies. Nous devrons nous occuper des questions de pauvreté, des questions d'éducation, de capital humain, avant de parler de monnaie unique. La monnaie ne résout pas tout. Donc, mais la monnaie est tout de même un fondement nécessaire à l'émergence d'une économie dans un pays ou dans un continent. C'est une évidence, tout de même. Tout à fait. L'histoire a montré effectivement que la monnaie, c'est la mère de toutes les politiques. Parce que lorsque vous avez votre monnaie, vous pouvez décider de ce que sera votre futur. Donc, la monnaie est bien, mais elle n'est pas seulement le fondament. Il faut d'autres choses aussi pour en faire une économie. Voilà. Alors, parlant du continent africain, je voudrais qu'on fasse une escale sur le cas de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Depuis la création même de cette organisation sous-régionale, le terme Union monétaire est déjà ressorti, preuve que les chefs d'État certainement se sont dit qu'il fallait aller à une monnaie unique, même si on sait que le débat fait rage actuellement autour du fameux franc CFA. Tout à fait. Le franc CFA, c'est un héritage colonial. Et la question est éminemment politique. Donc, c'est aux politiques de décider ce qu'on voudrait en faire. Mais au-delà de cela, moi, je voudrais plus regarder ce qui arrive aux populations. Pour le moment, nous sommes une union économique et monétaire. Donc, la monnaie est là, mais il y a l'économie. Donc, l'UEMOA est là aussi pour intégrer les économies. L'UEMOA a du mal à faire la jonction entre ces deux termes, on le dira, économique et monétaire. Malheureusement, à part le franc CFA, qui sert aujourd'hui véritablement de lien, en termes économiques, ce n'est pas évident non plus. En termes économiques, ce n'est pas évident, mais il faut se rappeler aussi que l'UEMOA est une institution supranationale qui, en principe, la BCEAO, notre banque centrale, répond à. Donc, chaque année, il y a un conseil des ministres des Finances qui donne des directives à la BCEAO. Donc, quelque part, l'UEMOA a un impact sur notre politique monétaire. Mais en même temps, comme je le dis, pour moi, la monnaie n'est pas le tout. Il y a d'autres politiques. Il y a la politique budgétaire, il y a la politique de compétitivité, il y a la politique structurelle. Et il faut créer un espace viable. Burkina Faso, 20 millions d'habitants, mais lorsqu'on s'étend à l'UEMOA, on parle de 100 millions d'habitants environ. Ça, c'est un marché, par exemple, qu'il faut construire. Le Nigeria a 180 millions d'habitants. Lorsqu'on parle de la CEDEAO, c'est tout un marché. Donc moi, je verrai plus cela que le débat sur la monnaie. C'est éminemment politique, qu'on décide d'y rester. On développe, les experts comme nous devront prendre des politiques pour y répondre. Quand on décide de quitter, il faudra aussi trouver les solutions idoines pour quitter. Mais l'Europe y est parvenue. Vous avez vu l'euro qui a pu voir le jour. L'euro qui est aujourd'hui l'une des monnaies, je dirais, les plus phares quand même. On a le dollar, on a l'euro, on a le yen par exemple, ou encore on a d'autres monnaies qui sont développées par des grandes nations dans le monde. L'Afrique n'a aujourd'hui pas l'intérêt d'y aller finalement, ou il faut prendre du temps pour construire d'abord une intégration économique avant d'aller à l'intégration monétaire? Merci pour la question, mais je crois que l'objectif ultime, il faut avoir une monnaie. L'Afrique unie sera forte. Et dans notre culture, comme vous le savez bien, on dit qu'une seule main ne peut pas ramasser de la farine. Donc, il faut plusieurs mains. Donc, le jour que l'Afrique sera unie, ce sera un monstre, comme on le dit entre guillemets, économique. Donc, il faudrait y aller. Maintenant, il faut y aller d'une façon idoine. Ouais. Lorsqu'un bébé marche, il faut lui apprendre à bien marcher. Donc, je crois que, vu la balkanisation actuelle de nos frontières, il faudrait plutôt construire des espaces économiques resserrés, des espaces intégrés. On parle plutôt de l'intégration des peuples. La CEDEAO des États, la CEDEAO des peuples, avant même certainement cette monnaie qui tarde à voir le jour. Les deux vont ensemble. Quand moi je parle d'économie, l'économie est au service de la population. Donc on ne parle pas seulement de secteur privé, on parle aussi des hommes. Donc les agents économiques, lorsque on verra un seul espace intégré où un Burkinabé pourrait aller facilement s'installer au Nigeria ou ailleurs, ça sera l'intégration économique et c'est ce que moi je voudrais voir d'abord avant de parler de monnaie. Les deux peuvent commencer ensemble, mais aller seulement à la monnaie unique sans penser aux fondamentaux de l'économie, de les intégrer et d'avoir un seul espace intégré, on ne sera pas là. Vous avez parlé de l'Europe. L'Europe est fondamentalement intégrée. Aujourd'hui, on peut voyager du Portugal en Autriche sans visa, sans aucune barrière. Est-ce que on pourrait parler du Brexit aussi, hein? Ça c'est un cas parmi tant d'autres. Alors revenons donc sur le cas de cette thèse que vous avez eu à développer, qui du reste a été primée. Je me rappelle que c'est le premier prix de la meilleure thèse de la Fondation de l'Université d'Auvergne. Oui. C'est ça? Alors preuve donc que le document il a été tout de même d'une utilité publique, sans doute. Oui. Le document était, à l'époque, quand j'ai soutenu ma thèse, le débat faisait rage pour savoir s'il fallait aller à l'Union monétaire ou pas. L'Afrique de l'Est est très avancée, donc quelque part, on y a contribué aussi par nos analyses. Donc, actuellement, le document a été primé, effectivement, lorsque j'ai soutenu par la Fondation de l'Université d'Auvergne.
Et beaucoup de chapitres de ce document-là ont été publiés dans des revues internationales. Preuve qu'il y a de l'intérêt. Maintenant, c'est le technicien comme moi a fait son boulot. Et il appartient maintenant aux politiques de prendre la deuxième étape, celle de l'implémentation. Et je crois qu'il y a plein d'autres experts, d'autres chercheurs qui ont fait le même travail. Et l'idée intéressante, c'est que maintenant les Africains se sont intéressés à leurs propres questions. Avant, ce genre de questions étaient typiquement analysées par des collègues européens, des collègues occidentaux. Se l'approprier déjà en tant qu'Africain était déjà une étape positive. C'est une étape importante qu'il fallait franchir. Alors, vous l'avez dit, une thèse donc, sur l'intégration monétaire sur le continent africain, ça peut toucher plus d'un Africain. Aujourd'hui, donc, on parle de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Vous avez parlé de 2063. Est-ce que vous êtes optimiste que finalement, on aura cette monnaie unique sur le continent africain? De par les études que vous avez eu à mener, est-ce qu'on a quand même une atmosphère favorable à l'émergence véritablement d'une monnaie unique sur le continent? Je dirais oui. Je prends l'exemple de l'UEMOA. Aujourd'hui, on est très intégré, même si à l'origine, l'intégration était coloniale. Mais là, on est très intégré. Par le franc CFA encore Pas le franc CFA, mais comme je le dis encore, je vois au-delà du franc CFA. Aujourd'hui, un Burkinabé peut s'installer en Côte d'Ivoire facilement, un Burkinabé peut s'installer au Bénin et vice-versa. Donc, nous avons atteint des niveaux très, très intéressants d'intégration. Cela peut être une base. On parle de l'Afrique de l'Est, ils sont très avancés là-dessus. On parle de l'Afrique centrale, la CEMAC est très avancée. SADC en Afrique australe. Donc, à mon avis, commencer par des occlusions régionales en termes de monnaie, on pourra les fusionner plus facilement. Mais intégrer directement 53 États ou 54 États maintenant avec le Soudan du Sud est pratiquement impossible. Donc, c'est plutôt partir de quelques groupes et fusionner au niveau africain. Alors, il y a ce débat qui est mené régulièrement. On a souvent l'impression de savoir, on se pose naturellement cette question, est-ce une incompréhension de la grande masse ou une manipulation de cette élite intellectuelle par rapport au franc CFA? Le débat, il est toujours d'actualité. Tout à fait. J'ai eu la chance aussi de travailler dans le bureau qui s'occupe du franc CFA au niveau français. Et je crois qu'à tête froide, on peut quand même donner quelques éléments de réponse. Le débat fait rage, comme je l'ai dit, il est éminemment politique. Donc chacun a son camp. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur tout. Certes, il y a ce rattachement-là qui est politique. On pourrait y penser comment évoluer, comment faire d'autres solutions ou comment y rester si on trouve que c'est bien. Mais il faudrait une analyse froide. Et au-delà de ça, comme je le dis encore, je reviens à l'intégration. Aujourd'hui, on est intégré. Mais peut-être que c'est le problème, c'est le rattachement. Aujourd'hui, on est intégré. Donc, pour répondre à votre question, elle est éminemment politique. Il est difficile, les deux camps se valent. Chacun a ses arguments. D'autres voudraient la souveraineté monétaire tout de suite. Ceux les plus traditionnels voudraient voir les bénéfices du franc CFA. Aujourd'hui, je crois que vous et moi, lorsqu'on épargne dans la zone CFA, on ne pense pas à l'inflation. Dans d'autres pays, lorsque l'inflation est de 20%, 10%, on y pense. Maintenant, le problème de croissance est dans la zone. On n'a pas beaucoup de croissance comparativement aux autres. Alors la question est de savoir, est-ce que ce manque de croissance est lié à la franc CFA ou c'est lié à autre chose? Je ne crois pas. Oui. Ou je crois, maintenant c'est l'expert de nous donner les solutions. Alors, placer le débat sur la place publique, c'est normal, mais l'interprétation qu'on en fait aujourd'hui, vous savez que chaque fois qu'il y a une rencontre France-Afrique, le même débat sur l'avenir du franc CFA se pose. Et alors, vous l'avez dit, elle est éminemment politique cette question. Est-ce la responsabilité de nos dirigeants ou ce sont finalement donc les populations elles-mêmes, de par les activités économiques, elles seront à mesure de développer au fil du temps, qui pourront imposer, de par, je ne dirais pas par la force, mais de par les éléments naturels même, une monnaie unique, par exemple, au-delà du franc CFA aujourd'hui? Tout à fait, merci pour la question. Je crois que ça doit commencer par le peuple. Il faut qu'il y ait une démocratisation du débat pour que nos concitoyens comprennent et que ça ne reste pas à des idées niveau idéologique. Ceux qui pensent être experts en la matière pensent aujourd'hui que le franc CFA, il est dépassé. Et j'en connais d'autres aussi qui pensent qu'on devrait y rester. Donc, oui. Je pense qu'il faut peser le pour et le contre. À mon avis, un Burkina Faso, je ressens le débat sur le Burkina Faso, actuellement ne peut pas frapper sa propre monnaie. On regarde simplement le compte courant. Le compte courant, c'est la mesure de ce qu'on dépense et ce qu'on reçoit en termes d'économie. Il est déficitaire. Donc aujourd'hui, si le Burkina Faso décide de frapper sa propre monnaie, il serait difficile parce qu'on n'a pas les réserves pour ça, pour défendre notre monnaie. Alors que l'Union
économique, l'UEMOA comme espace, avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui apportent les réserves parce qu'ils sont structurellement excédentaires, nous aident beaucoup. Donc, je ramène toujours ce débat à l'intégration. Ensemble on est fort, mais si on se détache actuellement, je n'ai pas l'impression que ça sera bénéfique. Du moins, si c'est une décision politique, on devrait y travailler aussi à s'y préparer. Il y a des pays qui ont quitté la zone franc, il y a des pays qui ont rejoint. Donc, encore une fois de plus, lorsqu'on pèse le pour et le contre, il faudrait voir. Parce que le Mali a quitté et est revenu. Madagascar a quitté, Mauritanie a quitté, la Guinée équatoriale nous a rejoint, la Guinée-Bissau nous a rejoint. Alors, il faudrait avoir une tête froide pour regarder, est-ce bien pour Mauritanie, est-ce que la Mauritanie est mieux que nous actuellement, ou est-ce que Madagascar est mieux que nous, ou est-ce que la Guinée, les deux Guinées qui nous ont rejoints sont mieux? Donc, c'est un peu ce débat-là que moi je voudrais que nous, les intellectuels et d'autres experts, se penchent là-dessus, à tête reposée, et aussi que les Africains s'approprient la question. J'ai l'impression que c'est plus un débat de société civile, de non-experts, qui ne donnent pas d'avis, et qu'au niveau occidental, les experts analysent. Donc, il faudrait que les experts africains, là j'exhorte le professeur d'université et autres, ceux pour lesquels le métier c'est de faire de la recherche, le mien aussi c'est faire de la recherche, de s'y pencher. Voilà. Sans vous demander de rentrer dans un quelconque secret, vous avez travaillé pour le Trésor français, vous avez eu certainement cette chance de mieux comprendre la nécessité ou encore la pertinence même du franc CFA. Oui, tout à fait. À mon avis, le franc CFA est très utile, en ce sens qu'on a une seule monnaie. Le seul problème, encore une fois de plus, je me répète ici, c'est de dire c'est le rattachement. Maintenant, la question qui se pose, et aussi le placement des réserves, parce que les critiques se concentrent sur cet aspect-là. Pourquoi placer nos réserves au niveau européen? Moi, je ramène toujours le débat au niveau simple. Je fais crédit à quelqu'un, je vais demander à regarder ses comptes, n'est-ce pas? Le cas de la France et de la zone franc, ce n'est pas typiquement un crédit, mais c'est une assurance de convertibilité. Aujourd'hui, le franc CFA peut être monnayé partout dans le monde à travers l'euro et à travers le franc français. Alors, lorsqu'on donne cette garantie-là, on demande quelque chose d'autre en contrepartie, qui est de déposer des réserves. Et ça a beaucoup évolué dans le temps. Dans les années 1960, au début des indépendances, elle était de 100%. On était tenu de déposer toutes nos réserves au Trésor français. Et ça a évolué, 73, c'était 65%, et là, actuellement, on a 50%. Donc, la garantie... Donc, progressivement, on est en train d'avoir une certaine liberté quand même d'action en ce qui concerne nos réserves. Tout à fait. Et ça, c'est un élément que beaucoup occultent dans le débat aussi. La zone a beaucoup évolué. Et la zone a beaucoup évolué dans le bon sens. Nous sommes peut-être un peu trop impatients sur la question. Exactement. Et aussi, il faudrait se rendre compte que c'est tout un art de gérer les réserves. Donc, il faudrait, c'est ce que je dis, quelle que soit la décision, elle est bonne. Ça appartient au peuple et aux politiques. Maintenant, c'est aux techniciens et aux experts de se pencher là-dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait pour s'y rapprocher? Le Ghana a sa propre monnaie. La Gambie, on dirait que la petite Gambie a sa propre monnaie. Mais je connais d'autres pays aussi qui ont un rattachement. Le Panama, par exemple, est rattaché au dollar américain, mais ils réussissent pas mal. Donc, il faudrait aussi... Pour moi, c'est encore une fois, je reviens à ma thèse. La monnaie n'est pas tout. La monnaie n'est pas tout, mais il y a un économiste également qui vous a précédé sans doute sur ce plateau qui nous disait, Pierre Claver Damiba pour le nommer, que la monnaie finalement de la zone franc, c'est l'euro. Selon lui, c'est l'euro parce que c'est l'euro qui prédomine finalement sur le franc CFA. Vous-même, vous l'avez dit, on peut échanger un peu partout le franc CFA à partir naturellement de l'euro. Tout à fait. Est-ce un mal d'avoir l'euro comme encre? Il faut qu'on se pose la question. Mais la question est plus fondamentale que cela. Lorsqu'on décide de se rattacher à une zone, il faudrait regarder le commerce qu'on a avec cette zone. Il faudrait regarder les échanges qu'on a avec cette zone. Le partenariat économique avait été rejeté par certains pays, on se rappelle bien, le NEPAD. Mais ça, c'est au niveau africain. Tout à fait. Au niveau zone euro et zone franc, je crois que le commerce est toujours important. Personnellement, j'ai un article là-dessus qui montre qu'on est en train de vers les pays émergents comme la Chine, l'Inde en termes de commerce, mais le partenaire commercial prédominant actuellement, c'est toujours l'Europe. Donc, ça aussi, c'est un élément fondateur. On est toujours dépendant de l'aide. Faudrait-on... ça dépend aussi des canaux de réception de cette aide-là. Donc, moi, je pense qu'à la fin, c'est difficile de donner un avis puisqu'elle est fondamentalement idéologique, elle est fondamentalement politique. Mais, à mon avis, il faudrait analyser à tête froide qu'on reste à la zone franc, c'est bien. Qu'on en sorte, c'est bien. Mais maintenant, c'est une question d'orientation. On peut sortir et puis mal gérer la monnaie.
Et là, on saura un peu les difficultés. On a le Zimbabwe actuellement, on a le Venezuela. On a des pays qui n'ont pas su bien gérer leur monnaie à un moment donné. Et là, c'est très difficile. Et aujourd'hui, on a un havre de paix en termes de monnaie aussi, avec les... Enfin, toute chose a un bénéfice, a un coût. Donc, il faudrait revoir. Mais je crois que le problème le plus fondamental dans la zone franc, c'est un problème de croissance. On n'a pas assez de croissance. Donc, il faudrait réfléchir quels sont les leviers. Pense-t-on que seulement libérer la monnaie, se détacher de la zone nous apporte la croissance? Comme je le dis, ce n'est pas le seul ingrédient. Il y a d'autres ingrédients. Il faudrait de la gouvernance économique, par exemple. La gouvernance économique qui, sans doute, passe par un certain nombre de facteurs importants. Je voudrais citer la lutte contre la corruption et la promotion, sans doute, de la bonne gouvernance. Tout à fait. Si vous me permettez, je ramènerai le débat au Burkina Faso qui est très, très intéressant actuellement parce qu'on est en train de passer sur de nouvelles politiques avec un nouveau président qui est légitimement élu. Alors, lorsqu'on parle de politique économique ici, la gouvernance, ce qui est important aussi, premièrement à mon avis, c'est l'union, enfin, le patriotisme des agents économiques. Pour le moment, je crois qu'on a un effort à faire à ce niveau. Et au deuxième niveau, c'est l'autorité de l'État. Donc ça, c'est le préalable de la gouvernance économique. Et le deuxième élément de gouvernance économique, c'est nos dirigeants eux-mêmes. Il faudrait qu'on montre que l'argent public est bien dépensé, que les problèmes de corruption soient dans le passé, comme dans d'autres pays. Et là, je crois que la machine va s'enclencher. L'avantage du Burkina Faso actuellement, on a une administration assez compétente. Et ça a été mis en exergue lors de l'insurrection, après la période de transition. On a pu absorber le choc, le changement politique avec une institution qui a marché. Donc ce qui nous manque, c'est juste un levier, un pas de respect de l'autorité de l'État et, à mon avis, de gouvernance aussi sociale, économique et politique. Alors, on sait également que nous référons toujours aux meilleurs exemples dans le monde. On parle de Singapour, du Rwanda ou encore d'autres pays. Alors, vous avez eu donc cette chance de connaître l'économie ou encore la fonctionnalité même de ces différentes nations-là. Vous avez parlé tout à l'heure d'un aspect très important, la question de la discipline. Est-ce qu'une nation peut se développer dans l'indiscipline, une nation peut se développer dans les revendications syndicales à n'en pas finir? Tout à fait, merci. Effectivement, dans le cadre de ma fonction, j'ai la chance de voyager et d'interagir avec d'autres économistes, d'autres experts, d'autres professionnels. Et il ressort que, de mon expérience, la discipline, l'autorité de l'État, l'organisation, c'est la mère de toutes les politiques. Sans ça, vous avez beau penser de nouvelles politiques, de solutions miracles, vous ne pouvez pas l'appliquer. Alors, prenons le cas en Afrique, on peut prendre le cas rwandais. Alors, avec ces inconvénients ou d'autres critiques qui passeront, mais la réalité est qu'au Rwanda, toute politique conçue est respectée et mise en œuvre. Vous avez parlé de Singapour. Singapour est le modèle typique. Il y a cette blague-là que beaucoup racontent, c'est que lorsqu'une pièce tombe à Singapour ou vous mettez un débris sur la route, on vous rappelle, il faut le ramasser, on vous remet votre pièce. Alors je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Un pays bien encadré, où le citoyen respecte. Il n'est pas compréhensible qu'au Burkina Faso, aussi à partir de 22 heures, certains ne respectent pas le feu. Donc ça, les feux de circulation. Donc il faudrait qu'on en arrive là, que le citoyen se dise, OK, l'État existe, il faudrait qu'on respecte certaines règles, qu'on vive ensemble. Le vivre ensemble est important. Une fois qu'on a cela, avec les autres, on pourrait aller. Donc, pour répondre à votre question, à mon avis, sans discipline, sans respect des citoyens, des règles de base, on ne pourrait pas mettre en place une politique. Donc, il faut que l'État communique beaucoup, sensibiliser les citoyens à ce niveau-là. On a tendance également à dire, notamment les économistes en sont champions, l'État, c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est tout Burkinabé, où qu'il se trouve, qui peut apporter sa touche, pourvu qu'il tienne compte surtout de son apport à l'économie de son pays et au développement de sa nation. Tout à fait. Le patriotisme, c'est ce que vous venez de définir. Tout à fait. L'État commence par ma porte, oui. Et je crois que chacun devrait voir cet élément-là. On n'a pas d'autre pays, c'est le seul pays qu'on a. Donc, si on ne le met pas en orbite pour le développement, qui le mettra pour nous? Donc, c'est la question que chacun devrait se poser. Et je crois que l'élite doit communiquer là-dessus. L'élite doit montrer l'exemple. Et pour moi, quand je regarde toutes ces économies africaines, les nôtres et autres, je crois que le problème, on a mal à le mal qu'on a, ce sont les élites. Lorsqu'on donnera le bon exemple à travers nos élites, forcément, le peuple suivra. Donc, sans doute. Voilà. Alors, on sait également qu'on a beaucoup parlé de votre appartenance au Trésor français. Vous y avez travaillé avant d'être repéré par le Fonds monétaire international. Alors, de là où vous êtes actuellement, vous êtes au FMI. Et il faut signaler que vous êtes au niveau de la division des politiques budgétaires et surveillance au département des finances publiques au niveau du Fonds monétaire international. Concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien à ce niveau-là?
Oh, merci. Je n'ai pas l'occasion de vraiment décrire ce que je fais au quotidien, donc ça c'est une tribune très Ouais. très intéressante. Alors, comme vous l'avez dit, je suis au département des finances publiques et division des politiques et surveillance. Je fais deux choses. Premièrement, la recherche sur les politiques budgétaires. Donc, Alors, on vous donne des programmes de différents pays, on vous dit, faites-nous des études, faites-nous ressortir les perspectives, les enjeux éventuellement. tout à fait. Je suis ce qu'on appelle un expert, un spécialiste des règles budgétaires et des politiques fiscales. Donc, une composante de mes travaux, c'est de faire des missions dans des pays, de faire de l'assistance technique par rapport aux règles budgétaires. Alors, règles budgétaires, ça semble être très technique, mais concrètement, avec l'UEMOA, on est tenu de respecter certaines normes de budget. Donc, comment y arriver? Je travaille là-dessus. Et deuxièmement, dans cette division-là, nous produisons un rapport tous les 6 mois. Et le rapport fait l'état de la politique budgétaire dans le monde. Et actuellement, vous vous êtes accentué sur combien de pays? On couvre tous les pays. Chacun a un domaine. Moi, je m'occupe principalement des économies africaines et des pays en développement, par exemple. Et j'ai d'autres collègues qui travaillent sur les pays avancés. Donc, chacun a une zone à couvrir. Et l'idée, c'est que tous les 6 mois, on devrait dire comment les politiques ont évolué, dans quel sens et qu'est-ce qui est bien. Donc, ça, c'est mon travail au jour le jour. Et on produit aussi de la recherche économique qu'on publie dans les journaux internationaux pour éclairer la communauté scientifique. Et en plus de cela, on est praticien en ce sens que nous couvrons des pays. Le mien actuellement, c'est le Nigeria. Dans le passé, ce fut la zone euro, ce fut la Slovénie. Donc l'idée, par exemple, avec le Nigeria, c'est que tout élément budgétaire au Nigeria, toute analyse budgétaire, elle est faite par moi. Donc c'est un peu, ça on suit le pays Le au jour le Nigeria jour. qui est le géant de l'Afrique, il Tout faut à le fait. dire. En tant qu'Africain, c'est une chance énorme de travailler sur la première économie africaine, qui est vrai. On a beaucoup de leçons à apprendre. Donc, j'essaie quand même dans le cadre de mes travaux, de mes affectations, de voir ce qui peut arranger mon pays in fine. Après tout, c'est le Burkina Faso. Qui gagne. Voilà. Alors, parlons toujours du Nigeria. Vous avez dit tout à l'heure, vous travaillez donc sur le Nigeria. On sait également que votre appartenance au Fonds monétaire international vous a ouvert des portes. Notamment, vous avez eu à rencontrer des personnalités, une de moindre. Je veux parler de la première fortune africaine, Dangote. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes vu? C'est lui qui a souhaité vous rencontrer. Qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? Tout à fait, merci. Dangote, c'est une expérience formidable, en ce sens que, travaillant sur le Nigeria, nous avons été invités par Dangote, lorsque nous faisons une mission, de le rencontrer. On voit même à l'écran donc l'image de votre rencontre avec lui, tout à fait. Donc on a eu cette chance-là d'avoir cette photo avec lui. Et l'idée, tout simplement, c'était que Dangote voudrait comprendre qu'est-ce que nous recommandions pour l'économie nigérienne. Cela s'est passé en juin. Et en plus de cela, nous aussi, on voudrait comprendre comment un tel monsieur, avec un tel empire économique, pourrait bénéficier, créer des entreprises, des effets d'entraînement dans les autres économies, parce que il a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'usines dans les autres pays. Donc le débat s'est articulé à ça, comment réveiller l'économie nigériane au service du continent. Donc ce monsieur-là, il a des raffineries, il a des cimenteries un peu partout dans le monde, et en Afrique, sur le continent. Donc nous avons eu à échanger sur ces questions-là, et c'était vraiment une expérience très, 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 très intéressante. Et on a beaucoup vu, on a beaucoup appris, tout comme il a beaucoup appris de nous aussi sur la macroéconomie. Dangote, vous l'avez dit au détour d'une conversation, ça fait au total environ 4 millions d'employés, c'est ça? Voilà, c'est le premier employeur du Nigeria hors public. Donc au Nigeria, par exemple, lorsqu'on on prend l'État et les autres démembrements de l'État, à part, Dangote, c'est le seul privé qui arrive à employer ce nombre de personnes. Donc c'est vraiment une puissance, pas seulement économique, mais une puissance sociale, puisqu'il permet à des familles de vivre. Et c'est ce genre de champion économique qu'il faudrait qu'on pense, comment les créer dans nos pays. J'ai été marcher donc sur la langue tout à l'heure par le terme champion, parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Alors, est-ce que Dangote, qui est perçu aujourd'hui, donc c'est la première fortune sur le continent africain, est-ce qu'un monsieur comme Dangote peut servir, est-ce qu'on peut se servir de cet exemple-là pour en avoir des exemples dans des pays comme le Burkina Faso? Faut-il en créer chez nous aussi, avoir des champions économiques de cette nature? Tout à fait. Je milite depuis un moment pour cette notion-là de champion économique, et je crois qu'il faudrait qu'on y pense. Dangote a été créé du néant. C'est vrai qu'il avait des actifs de par sa famille, mais à un moment donné, il s'est étendu avec l'appui de l'État.
Donc, il faudrait voir chez nous, ici au Burkina Faso, y a-t-il un secteur privé qui est assez important, avec un effet de levier important, avec un effet d'entraînement important qu'on pourrait pousser. Et cette notion de champion économique, c'est comment identifier quelques acteurs et comment les pousser. On peut parler de Samsung en Corée, on peut parler d'Ethiopian Airlines en Éthiopie. Donc, il y a des exemples comme ça. L'idée, c'est d'identifier quelqu'un, ou une entreprise, une structure, un groupement d'entreprises qu'on pourrait pousser et qui pourrait avoir un accord avec l'État, comment aider l'économie. Je prends le système bancaire très simple, sans citer de banques particulières ou d'individus particuliers. Il se peut que le Burkina Faso soit le carrefour financier de l'Afrique de l'Ouest. On peut penser à ça comme objectif. Si tel est le cas, identifions les banques nationales qu'on pourrait appuyer. Et l'université, par exemple, produit 500 économies chaque année avec la maîtrise. On pourrait penser à un partenariat, par exemple, comment, entre l'économie et le métier de la banque, il n'y a qu'un fossé. Comment réduire ce fossé-là, on pourrait y penser. Comment on pourrait aider ces entreprises à s'étendre. Et je voudrais aussi mentionner que cette notion de champion pourrait être vue au niveau local, pas forcément s'étendre hors des frontières. Ça peut être de l'urbain au rural. Donc, prenons une boulangerie, par exemple, qui s'est développée dans les régions urbaines. On pourrait penser à l'appuyer pour que cette boulangerie se développe dans le rural, afin de donner de l'apprentissage et aussi des emplois à d'autres personnes dans le secteur La rural. question de l'emploi, justement, on en parle tout récemment. Au Burkina Faso, on en parle régulièrement. La jeunesse cherche des emplois. Chaque année, on voit des milliers et des milliers de candidats donc, à la quête d'un emploi au niveau des concours de la fonction publique. Est-ce que les champions économiques pourraient être éventuellement l'alternative à la création d'emplois? Parce qu'il est évident, vous êtes mieux placé peut-être pour mieux développer le sujet, que ce n'est pas l'État qui peut employer le gros, c'est plutôt le privé qui pourrait être le moteur de l'économie et de la croissance. Tout à fait. L'État ne peut pas employer tout le monde dans ce pays-là. Il faudrait qu'on trouve d'autres moyens. Et la seule alternative, c'est le secteur privé. Donc, il faudrait qu'on pense à des séquences, comment mettre en place des politiques qui nous permettent d'attirer le gros des individus non employés. Alors, juste pour peut-être me remettre ça en perspective, Burkina Faso, c'est une économie fondamentalement agricole pour le moment. Un secteur primaire qui contribue très peu à la croissance, mais qui se retrouve à employer 80%. Mais le secteur tertiaire, par exemple, qui contribue beaucoup déjà, mais qui n'est pas encore là, enfin, on ne voit pas le niveau en termes d'emploi. Donc, il faudrait penser à une transition. Comment amener ce gros qui est dans le secteur primaire, qui n'est pas à leur productivité optimale, pour aller dans le secteur primaire et tertiaire. Donc, il y a cette transition-là. Et identifier les champions nationaux, comme on dit, et aussi les pousser à employer. Je crois que lorsqu'on appuie un secteur privé avec ce contrat d'engagement, on pourrait résoudre certains problèmes. Donc, l'emploi, c'est un problème au Burkina Faso. Je crois que les politiques actuelles sont en train de penser à 80 000 emplois par an. Donc, l'idée n'est pas forcément de créer, mais c'est de comment rendre ça périn. Il ne suffit pas d'employer les gens et demain de leur dire qu'il n'y a plus d'emploi. Il faudrait penser comment amener les jeunes, comment amener certaines personnes à faire de l'auto-emploi plutôt qu'à travailler pour le secteur public. Alors, on a parlé tout à l'heure de cette rencontre avec Dangote. Dangote qui est la première fortune africaine, mais un peu plus loin, toujours grâce au FMI, on pourrait le dire, hein, sans fausse modestie, cela s'entend. Vous avez eu à rencontrer d'autres personnalités et non des moindres. Je vais citer notamment Bill Gates, première fortune également mondiale. Alors là également, comment ça s'est passé, cette rencontre avec Bill Gates, dont certaines images nous ont été données? Tout à fait. Donc, Bill Gates a encore une chance importante dans la vie de rencontrer ce genre de personnage parce qu'on apprend beaucoup en peu de temps. Alors, première fortune mondiale, comme vous l'avez dit. Donc, Bill Gates, maintenant, s'est lancé dans la philanthropie. Donc, il s'intéresse à comment aider certains pays à mobiliser plus de ressources fiscales. Pays africains ou pays sous-développés, un peu partout dans le monde? Pays en développement. Donc, il s'intéresse à l'Inde, à d'autres pays comme l'Éthiopie, comme le Nigeria. Donc, dans ce cadre-là, vu que j'ai produit certains travaux sur la mobilisation des ressources, j'ai été invité, ce fut un honneur, d'avoir une réunion technique avec lui pour lui expliquer quelles sont les difficultés en Afrique, quels sont les problèmes et comment il pourrait aider avec sa vision plus technologique. Par exemple, un des exemples qu'on a eu à débattre pendant un moment, c'était les taxes sur les propriétés foncières. Donc, quelqu'un comme Bill Gates ayant de la technologie pourrait facilement marquer sur une carte où se trouvent les différentes propriétés bâties ou non bâties et qui pourrait aider l'administration à mettre en place quelques impôts. Et donc, on a eu à échanger sur ce genre de questions-là.
parce que plus on a des ressources fiscales, moins ça fait des dépenses pour le bailleur de fonds. Donc, voilà un peu ce dont on a discuté de Bill Gates. Il était intéressé par les questions africaines et les questions de discuter ressources. avec Bill Gates, il s'est dit d'où vient ce jeune garçon, certainement. Tout à fait. Venu de Ouagadougou, c'est sûr, avec mon accent typiquement africain. D'accord. Ça l'a un peu surpris, mais en fait, on a eu à échanger sur cette question-là. Il était surpris parce qu'il a un projet sur Ouagadougou, sur, je crois, sur les poulets. Pour lui, il a un concept pour combattre la pauvreté extrême dans certains ménages, donner un poulet, une poule, qui peut après engendrer des poussins, pourrait aider certains ménages parce que vu le prix de vente du poulet aujourd'hui pourrait aider. Donc il a une vision de ce genre, la philanthropie, aider à la base. Donc il ayant ce projet au Burkina Faso qui est très reconnu pour le poulet bicyclette, ce fut un plaisir pour lui d'échanger sur ces questions-là. Nonobstant, j'étais là pour les questions fiscales. Bien sûr, ce serait bien non plus. Ce serait bien aussi qu'il vienne faire un tour au Burkina, il est bien attendu. Tout à fait. Vous savez que quand lui se déplace, c'est tout de même une très bonne affaire pour le pays d'accueil sans doute. Tout à fait. Alors, vous avez rencontré Dangote au Nigeria, Bill Gates du côté de Washington, en marge donc de vos différentes rencontres liées au Fonds monétaire international. Vous êtes de retour à Ouagadougou pour quelques jours avant donc de reprendre le chemin inverse parce que c'est la période donc des vacances. Aujourd'hui, le Burkina Faso a entamé une nouvelle démarche. C'est une nouvelle gouvernance qui est implémentée depuis un bout de temps. Vous, de par ce que vous avez comme retour et de par les constats que vous faites, est-ce que vous pensez que les perspectives sont bonnes dans le pays? Oui, je crois que l'optimisme est de mise. On a toutes les chances pour mettre le pays sur les rails actuellement. Donc, pour tous ceux qui suivent les questions du Burkina Faso, savent qu'il y a un plan qui est là. Et le plan national de développement économique et social, le PNDES, qui est une nouveauté en ce sens qu'elle est vraiment endogène. Ce plan-là, il est vraiment endogène pour ce que je constate. C'est la première fois. J'ai fait un peu l'historique. Depuis l'indépendance, on a eu à peu près 11 plans. Et c'est l'une des rares fois qu'on arrive à prendre en compte le programme de quelqu'un qui est élu dans ce plan référentiel de développement. Donc, en ça, c'est un avantage. Maintenant, en termes d'ambition, je suis un peu sur ma faim en ce sens que les chiffres qui sont projetés dans ce document-là, 7% de croissance avec un taux de croissance démographique de 3%, il nous faudrait à peu près 17 ans pour doubler le niveau de vie actuel. Il faudrait être un peu plus ambitieux, mais il est plus réaliste. Le dernier plan qui a précédé la SCAD, on était à 2 chiffres, on n'y est pas arrivé, on était seulement à 5%. Donc celui-là est plus réaliste, mais manque d'ambition. Donc, pour répondre à votre question plus concrètement, je crois qu'on a tous les éléments pour réussir avec ce plan-là. C'est une question d'application et aussi de recentrage. À mon avis, quelque chose qui manque actuellement dans le PNDES, c'est le rôle central de l'État et la complémentarité avec le secteur privé. Il faudrait qu'on soit un peu plus créatif, qu'on se dise l'État a des marges de manœuvre actuellement pour relancer l'économie, pas pour financer la consommation et les dépenses courantes, mais en termes d'investissement. La marge de manœuvre, elle est celle-là, parce que lorsqu'on regarde les dettes, le taux d'endettement du pays, elle est de 40% à peu près, et la norme communautaire de 70%. Donc cela veut dire qu'on a une marge de 30% quand même pour emprunter, à condition qu'on finance des investissements productifs. Donc il faudrait qu'on ait cette séquence de grands travaux, de grands chantiers pour relancer l'économie. Donc d'autres pays disent quand le béton va, tout va, mais je pense qu'au Burkina Faso, on dira quand l'État va, tout va, parce que l'État est leader. Et vous avez parlé tout à l'heure d'investissement, on revient sur cette question d'investissement aujourd'hui. Est-ce qu'il est important, vous avez parlé de la consommation aussi, entre l'investissement et la consommation, que faut-il préconiser aujourd'hui? Est-ce qu'il faut mettre l'accent plutôt sur l'investissement que la consommation? Merci, mais je crois que de prime abord, il faut d'abord dire ce que c'est l'investissement, c'est la croissance de demain. Donc, tout à fait. Investir aujourd'hui vous permet de consommer. Donc, c'est comme un ménage. Il faudrait voir ce qu'on met dans l'éducation de son enfant pour le futur. Donc, à mon avis, il faudrait qu'on soit un peu plus regardant au niveau de la consommation. Lorsque j'ai regardé les chiffres juste avant l'émission, 2016, dans le cadre du PNDS, un budget de dépenses de 28% de points de PIB, seulement 10% sont à l'investissement. Le reste, c'est consommé. Donc, consommer, il y a bien évidemment les subventions et bien évidemment les salaires, mais il faudrait qu'on change la dynamique. Donc, pour moi, on peut toujours garder cette structure-là, mais il faudrait qu'on prenne l'argent qu'on va emprunter ou l'argent qu'on va générer pour financer les investissements, parce que c'est la croissance de demain et il faut des grands travaux à ce niveau-là. Alors, on parle aujourd'hui de la relance économique du Burkina Faso. Le Burkina qui a un nouveau pouvoir qui n'a pas 1 an, mais qui a 4 ans encore pour prouver
sa capacité donc d'aller au-delà des attentes des populations, surtout avec une croissance, pourquoi pas à 2 chiffres, sait-on jamais. Vous y croyez éventuellement pour qu'on puisse en arriver là dans les 4 prochaines années, d'ici la fin du mandat du président actuel? J'y crois. Tout est une question de volonté, tout est une question d'ambition. Mais la Côte d'Ivoire nous a montré que c'est possible. La Côte d'Ivoire est sortie d'un conflit, pire que notre situation. Mais aujourd'hui, tout le monde regarde la Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas dans la région qui est plus arrimée à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas autre pays que le Burkina Faso qui est très arrimé. Donc si la Côte d'Ivoire va, en principe, le Burkina Faso devrait aller. Le seul problème, je crois, c'est un problème de... Il faut changer le paradigme ici. Il faudrait qu'on quitte, je dirais de façon imagée, la course de fond pour avoir une course de vitesse un peu. Parce que, comme vous l'avez dit, 5 ans c'est vite passé, on a déjà perdu une année. On a déjà fait des choses, mais il faudrait communiquer là-dessus. Donc, moi, si j'étais amené à voir ces questions-là ou analyser ces questions, je dirais plutôt communiquons beaucoup sur ce qu'on est en train de faire, parce que des mesures sont là, les experts, on voit les mesures, communiquons beaucoup là-dessus. Et il faut que la population soit patiente. Des mesures aujourd'hui, forcément pas de résultats, mais il faudrait qu'on augmente l'ambition. Parce que, en gros, il reste 3 ans de mandat. Parce que la dernière année, c'est une année d'élection et de réélection. Donc, il faudrait qu'on se concentre. Et moi, je verrais bien, comme certains de pouvoir ou du gouvernement l'ont dit, ce budget-là n'était pas le leur. Peut-être 2017 sera le leur. Donc, on verra avec le budget 2017 quelles sont les ambitions. Je crois qu'ils y travaillent et on verra les résultats. Alors, si on vous disait de définir aujourd'hui 3 leviers majeurs sur lesquels il faut mettre l'accent pour relancer l'économie burkinabé. Alors, moi, je verrais le secteur public déjà, pour commencer. Il faudrait qu'on mette en place, moi c'est ce que j'appelle le retour des grandes agences. Il faudrait qu'on mette en place des fonctions de dépenses, c'est-à-dire une unité d'efficacité de la dépense publique, une unité de maîtrise d'ouvrage qu'on devrait consolider. Jusqu'à présent, ce que je vois, c'est que c'est décentralisé. Une unité de grands travaux, le BNET en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le Bureau national d'études techniques et de mise en œuvre des différents travaux du gouvernement. Il faudrait qu'on y pense. La fonction de recettes, par exemple, il faudrait penser peut-être à fusionner les 3 entités. Il y a les impôts, il y a le trésor et il y a les douanes. Alors, le Togo nous a montré qu'on peut atteindre dramatiquement des augmentations. Donc, l'État et aussi le secteur privé, on a parlé de la notion de champion économique, je pense qu'il faudrait y aller. Et enfin, une notion d'infrastructure structurante. Il faudrait voir grand. Je pense que le Burkinabé est toujours modeste. Il faudrait voir grand. Et enfin, pour terminer, on pourrait s'inspirer de l'exemple singapourien, 3 fondamentaux pour le développement et la relance économique. C'est la vision. Une fois qu'on a la vision, on sait où aller. Ça, je l'ai toujours répété à certains collègues. Il faudrait qu'on ait une vision, il faudrait qu'on sache où aller. Si on veut arriver à des bâtiments de 50 étages, il faudrait déjà y penser plutôt que de faire 3 étages et continuer à monter. Et deuxièmement, c'est la méritocratie. Il faudrait qu'on s'entoure des compétences, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut déjà. Il faudrait voir plus grand, il faudrait voir, le Burkina Faso, ce n'est pas seulement les 20 millions qui sont là à l'intérieur. Il y a de la compétence interne, il faudrait les placer déjà. Mais aussi, il faut penser à la diaspora. Je pense que ça aussi, c'est un élément. Une fois qu'on a la vision, la méritocratie, la gouvernance, on en a parlé. Tout à fait, il n'y a pas de raison qu'on ne se développe pas. Alors, 2 questions avant de terminer l'émission avec vous aujourd'hui. Alors, quand on entend parler du Fonds monétaire international ou encore de la Banque mondiale, pour beaucoup d'Africains, ce sont ces 2 institutions-là qui sont à l'origine de tous les malheurs du continent africain, de tous les malheurs ou de toutes les difficultés que nous connaissons. Tout à fait. D'ajustement structurel, pour ne parler que de cet exemple pour le cas du Burkina. Tout à fait. Le Burkina Faso, depuis 1994, est sous programme du FMI. Donc, on peut prendre cet exemple-là pour montrer l'évolution. Et je fais face à ces critiques, tous mes collègues d'ailleurs, FMI par rapport aux secteurs sociaux et autres. Alors, je remets ça dans le contexte, le FMI a beaucoup évolué. 1994 à 2016, je crois qu'on a presque 22 ans. Il faudrait donc, ça a beaucoup évolué. On est passé par les PASS, on est passé par les programmes d'ajustement sociaux. Maintenant, on parle de faciliter l'élargie pour la croissance. Donc, ça a beaucoup évolué et le paradigme a beaucoup changé. Aujourd'hui, dans le cadre de mon travail, ce n'est pas comment seulement ramener les équilibres macroéconomiques, c'est aussi comment voir pour ne pas tuer la croissance du futur, le capital humain et l'investissement. Donc, je dirais, en gros, Donc, il faut arrêter maintenant de diaboliser ces institutions de Bretton Woods. Hein, pourquoi pas? Tout à fait. Il y a des jeunes comme moi, africains, qui sont là, et asiatiques, qui ont changé beaucoup le visage du FMI. C'est un visage plus humain. Et je crois que c'est aussi lié au contexte.
Lorsqu'on n'a que des Occidentaux, on a d'autres visions aussi du monde. Lorsqu'on n'a qu'un melting pot comme le nôtre actuellement, la vision est un peu plus C'est tant partagée. mieux pour le développement du continent. Une dernière question, apte à servir son pays si éventuellement vous faisiez appel? Oui, le pays, c'est le pays. Je n'en ai pas d'autre. Donc, apte à servir et je crois que ça viendra un moment ou un autre. Chacun pourra apporter sa contribution d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc pour répondre à votre question, oui, pourquoi pas. Et ce sera un honneur. Et c'est ensemble qu'on va développer ce pays. Tout à fait. Et je répète encore le petit proverbe qu'on a. Une seule main ne peut pas ramasser la farine. Il faut plusieurs mains pour ramasser la farine pour qu'on avance. Docteur Sampawende Jules Tapsoba, merci à vous. Merci à vous, Ismaël Ouedraogo, de m'avoir invité l'opportunité de partager cette expérience avec nos compatriotes. Aux téléspectateurs de Burkina Info, nous disons également merci. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité, toujours dans le cadre de cette même émission. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur nos antennes. Bonsoir.